À l'aube, plus de 12 convois lourds perçant le silence des coupures. Dans un pays où moins d'un quart a un courant stable, des machines escortées entrent sans communiquer, puis disparaissent derrière des portails scellés, faisant coexister effondrement du réseau et chantier possible. Les vidéos circulent, les hypothèses s'entrechoquent, et sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, la question devient simple. S'agit-il d'une logistique liée aux accords énergétiques récents ou d'un mirage né du manque ? Entre espoir prudent et méfiance, une frontière stratégique s'entr'ouvre, furtive et fragile aux yeux de tout le Sahel. Ce récit propose une lecture rigoureuse de ce qui est visible, et uniquement de cela. Il vise à aider le lecteur à distinguer un simple mouvement logistique d'un signal stratégique, afin de comprendre ce qui pourrait réellement être en train de se mettre en place au Burkina Faso. L'intérêt est clair, saisir en quelques minutes ce que ces convois changent concrètement pour l'électricité, l'économie et la stabilité quotidienne. Pour y parvenir, il faut quitter le réflexe de la rumeur et revenir aux faits observables. Les coupures répétées forment le point de départ. Les machines escortées constituent la rupture. Entre les deux, un espace d'interprétation s'ouvre, nourri par le silence officiel et par les accords énergétiques déjà signés. Ce décalage crée un enjeu central. Comprendre si le pays gère une crise prolongée ou prépare une transformation de fond. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, chaque geste non expliqué devient un message potentiel. Les citoyens, les entreprises et les partenaires extérieurs tentent déjà d'en mesurer la portée. Ce qui se joue ici dépasse la technique. Il s'agit d'anticiper si l'obscurité chronique peut enfin cesser d'être une fatalité. Plus de 12 convois lourds ont été observés sur une seule semaine, souvent à l'aube ou au crépuscule. Cette répétition, inhabituelle dans le paysage burkinabé, indique une organisation continue plutôt qu'un simple incident logistique. Ces images, filmées par des habitants, ont rapidement rompu avec la routine des pannes ordinaires et introduit un doute structurant. Quelque chose se déploie sans être nommé. Pour mesurer la portée de ce signal, il faut revenir au contexte énergétique du Burkina Faso. Moins d'un quart de la population dispose d'un accès réellement stable à l'électricité. Cela signifie que la majorité du pays vit au rythme des générateurs de fortune, des ateliers interrompus et des nuits écourtées. Les entreprises réduisent leurs horaires, les hôpitaux jonglent avec des systèmes de secours fragiles et les écoles rurales dépendent d'un ensoleillement incertain pour prolonger l'étude après la tombée du jour. Cette fragilité structurelle rend chaque mouvement inhabituel immédiatement visible. Ce qui distingue ces convois n'est pas seulement leur volume, mais leur mode d'apparition. Aucun communiqué, aucune conférence ministérielle, aucun discours progressif, comme c'est habituellement le cas pour les projets solaires ou thermiques. Les machines arrivent, escortées, puis disparaissent derrière des portails scellés. Ce silence ouvre un vide interprétatif où spéculation et attente se mêlent. C'est dans cet espace que les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025, sont revenus au centre des discussions. Sans confirmation officielle, de nombreux citoyens ont relié ces textes aux images circulant en ligne. Sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, cette connexion prend un sens particulier. Ces discours sur la souveraineté technologique offrent une grille de lecture, même en l'absence d'annonce directe. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas une certitude, mais une convergence. Des chiffres faibles, des convois répétés, un silence assumé. Ensemble, ces éléments transforment une crise connue en une attente nouvelle, où la possibilité d'un basculement commence à sembler crédible. Pour comprendre comment ces signaux sont perçus sur le terrain, il faut quitter les analyses abstraites et suivre ceux qui vivent au rythme des coupures. Leur regard sert ici de fil conducteur, non parce qu'il apporte une preuve définitive, mais parce qu'il révèle comment une attente collective commence à se former. À Ouagadougou, un technicien de quartier raconte avoir vu un convoi passer à l'aube, escorté avec une précision inhabituelle. La route avait été brièvement fermée, les véhicules avançaient lentement et le bruit sourd des remorques contrastait avec le silence des rues encore endormies. Pour lui, ce n'était pas une opération de maintenance ordinaire.
Il y a reconnu une logistique organisée plus proche d'un transfert stratégique que d'une réparation ponctuelle du réseau. Ce moment a agi comme un déclic. Quelque chose dépassant le cadre habituel semblait en marche. Dans une zone périphérique, une commerçante habituée aux coupures imprévisibles décrit une scène similaire au crépuscule. Une file de conteneurs scellés, sans marquage visible, escortés par quelques véhicules aux vitres opaques. Elle n'y a pas vu une certitude, mais une possibilité. L'idée qu'un pays enfermé depuis longtemps dans l'instabilité énergétique puisse préparer autre chose a suffi à modifier son regard sur l'avenir, même sans explication officielle. Ces récits ne prouvent rien isolément. Ensemble, ils montrent toutefois un impact précoce. Avant toute annonce, les convois transforment déjà la patience en attente réelle. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce décalage entre silence institutionnel et perception citoyenne devient central. Les machines n'éclairent pas encore les maisons, mais elles modifient l'atmosphère, introduisant l'idée que l'immobilité énergétique n'est peut-être plus irréversible. Au départ, il n'y a presque rien à voir. Quelques passages signalés à l'aube, des vidéos courtes, tremblées, partagées sans commentaire, puis le rythme change, les convois se répètent. Ils apparaissent au crépuscule, parfois de nuit, toujours escortés, toujours sans explication officielle. Cette phase d'activation est discrète, mais elle rompt déjà avec l'ordinaire d'un pays habitué aux annonces, même modestes, dès qu'il s'agit d'énergie. Très vite, la montée devient perceptible. Les habitants remarquent que ces mouvements ne sont pas aléatoires. Les itinéraires se ressemblent, les créneaux horaires se répètent, les machines transportées sont lourdes, incompatibles avec de simples réparations locales du réseau. Des routes sont brièvement fermées, des agents sécurisent les passages. Les convois disparaissent ensuite, derrière des portails scellés, dans des zones qui n'étaient pas restreintes quelques mois plus tôt. Rien n'est dit, rien n'est démenti. Le silence devient un élément actif de la séquence. À mesure que les images circulent, la spéculation s'organise. Les hypothèses se succèdent: renforcement thermique, extension solaire, modernisation logistique. Mais aucune ne correspond pleinement au schéma observé. Ce décalage alimente la tension narrative. Les citoyens commencent à comparer, à recouper, à compter. Plus d'une douzaine de convois sur une même semaine, plusieurs mois d'allées et venues, une cadence trop régulière pour être accidentelle. La montée en puissance ne se fait pas par un discours, mais par la répétition. C'est à ce stade que les accords énergétiques avec Rosatom, signés en 2023 puis consolidés en 2025, réapparaissent dans les discussions publiques. Ils offrent un cadre explicatif possible sans apporter de confirmation. Les travaux préparatoires évoqués dans ces textes correspondent au moins partiellement à ce que les habitants observent. Fondation possible, logistique lourde, sécurisation progressive. Rien n'est prouvé, mais la cohérence commence à se dessiner. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette concordance entre gestes visibles et engagements passés est interprétée par beaucoup comme un choix stratégique assumé, même sans parole officielle. Viennent alors les premières répercussions, non pas techniques, mais psychologiques et sociales. Les convois modifient la manière dont la population parle de l'électricité. On ne se contente plus de décrire les coupures, on évoque désormais un avant et un après possible. Les discussions changent de ton. L'attente remplace peu à peu la résignation. Les critiques, elles aussi, s'organisent. Certains dénoncent l'opacité. D'autres craignent un projet trop sensible pour être débattu publiquement. Cette polarisation marque une nouvelle étape. Le sujet quitte le registre de l'anecdote pour entrer dans celui du débat structurant. La ligne des événements est donc claire. Activation silencieuse par des mouvements isolés, montée en intensité par la répétition et la sécurisation. Répercussions visibles dans les discours, les attentes et les inquiétudes. Rien n'a encore transformé le réseau électrique, mais quelque chose a déjà déplacé les repères. Le pays ne regarde plus seulement ses pannes passées, il scrute désormais les signes d'un chantier à venir. Et dans cette transition, chaque convoi ajoute une couche de sens à un récit qui continue de s'écrire sans annonce formelle. Le point de départ est clair. Moins d'un quart de la population burkinabé dispose d'une électricité réellement stable, puis apparaissent des convois répétés et sécurisés qui modifient la trajectoire observée. Cette transition du déficit chronique vers une préparation visible
constitue le premier écart mesurable entre la situation de référence et les signaux récents. Elle ne prouve pas une transformation achevée, mais elle indique un déplacement méthodique. Un premier repère, l'accès limité au courant. Dans les analyses locales reprises par les observateurs, ce seuil inférieur à 25% signifie que la majorité du pays vit avec des coupures fréquentes, une dépendance aux générateurs improvisés et une incapacité structurelle à soutenir une activité continue. Cette donnée n'est pas nouvelle, mais elle sert de baseline essentiel. Elle rappelle que toute amélioration, même partielle, aurait des effets disproportionnés sur la vie quotidienne, l'économie et les services publics. Autrement dit, le point de départ est extrêmement bas. Un deuxième repère, la dépendance massive aux solutions temporaires. 3 citoyens sur 4 comptent encore sur des dispositifs précaires pour pallier l'absence de réseau fiable. Cette proportion décrit un paysage où la survie énergétique prime sur le développement. Les hôpitaux jonglent avec des systèmes de secours, les ateliers interrompent leur production et les écoles rurales adaptent leurs horaires à la lumière du jour. Cette réalité accentue l'importance de tout changement structurel. Lorsqu'un pays fonctionne à la limite, le moindre déplacement logistique prend une valeur amplifiée. Le troisième indicateur marque le delta observable. Plusieurs habitants ont identifié, sur une même semaine, plus de 12 convois transportant des machines lourdes vers des zones restreintes. Ces passages, filmés à l'aube ou au crépuscule, ne relèvent pas d'un événement isolé. Agrégés sur plusieurs mois, ils dessinent une cadence régulière, incompatible avec une simple opération de maintenance ponctuelle. Le volume, la répétition et la sécurisation constituent ici des éléments factuels. Ils indiquent une préparation progressive plutôt qu'un effort improvisé. Ces trois repères, mis ensemble, forment un faisceau cohérent. Le Burkina Faso part d'une situation énergétique extrêmement fragile, mais les mouvements observés montrent un déplacement visible vers une infrastructure lourde. Il ne s'agit pas encore d'une amélioration mesurable du courant dans les foyers, mais d'un changement dans la nature des actions entreprises. La différence entre gérer une pénurie et préparer une capacité nouvelle réside précisément dans ce type de logistique. C'est dans cette lecture que les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023 puis consolidés en 2025 prennent tout leur sens analytique. Ces textes évoquent des phases préparatoires souvent invisibles pour le public, faites de transport, de sécurisation et de mise en place progressive. Les indices observés sur le terrain correspondent partiellement à ce schéma, sans en apporter la confirmation définitive. Le delta ne réside donc pas dans une annonce, mais dans l'alignement temporel entre engagement passé et action présente. La figure d'Ibrahim Traoré intervient ici comme un élément de continuité. Ses prises de position en faveur de la souveraineté technologique, combinées au silence institutionnel, renforcent l'interprétation d'une discipline stratégique. Pour certains observateurs, ce mutisme protège le projet des pressions extérieures. Pour d'autres, il alimente l'incertitude. Mais sur le plan quantitatif, les données disponibles racontent déjà une histoire simple. Un pays parti d'un niveau très bas engage des mouvements lourds et répétés, ce qui déplace objectivement la trajectoire. En somme, les chiffres ne démontrent pas la nature finale des installations. Ils montrent autre chose, tout aussi important. La transition d'un état de pénurie géré vers une phase de préparation coordonnée. Ce passage, mesurable par l'accès limité, la dépendance aux solutions temporaires et la cadence des convois suffit à expliquer pourquoi la perception collective a changé. Le Burkina Faso ne se contente plus de subir ces coupures. Il semble désormais tester les fondations d'un futur différent. Les partisans de la transformation énergétique avancent 2 arguments principaux. Le premier repose sur la nature même des convois observés. Dans un pays où les réparations du réseau sont habituellement annoncées et menées avec des équipements légers, l'arrivée répétée de machines lourdes, escortées et introduites sans communication officielle, constitue pour eux un signal fort. Ils soulignent que ce type de logistique correspond davantage à des travaux préparatoires de long terme qu'à des ajustements ponctuels. La cadence, la sécurisation et la discrétion seraient les marqueurs d'un projet structuré, pensé en amont. Le second argument s'appuie sur la cohérence temporelle. Les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025,
évoque des phases initiales peu visibles du public. Selon cette lecture, les convois s'inscrivent précisément dans ce calendrier discret. Rien n'aurait été improvisé. Au contraire, les autorités suivraient un cadre de progression volontairement silencieuse afin d'éviter les pressions extérieures. Dans cette optique, le mutisme institutionnel ne serait pas un vide, mais un outil stratégique, cohérent avec les positions de souveraineté technologique défendues par Ibrahim Traoré. Face à cette interprétation, les sceptiques formulent également deux objections solides. La première concerne l'absence totale de confirmation officielle. Dans un contexte où l'énergie est un sujet sensible, ce silence prolongé alimente la crainte d'une surinterprétation collective. Les vidéos d'habitants, aussi nombreuses soient-elles, restent fragmentaires. Elles montrent des passages, pas des installations. Pour ces observateurs, relier directement les convois à un projet majeur relève davantage de l'hypothèse que du fait établi. La seconde objection touche à la dimension géopolitique. Certains critiques estiment que la simple évocation d'un projet nucléaire suffit à déclencher des lectures excessives. Ils rappellent que des équipements lourds peuvent aussi servir à des infrastructures non nucléaires et que l'attention internationale portée au Sahel amplifie chaque indice. Dans cette perspective, les convois deviendraient un écran sur lequel se projettent des inquiétudes régionales plus larges, sans lien direct avec leurs fonctions réelles. La réponse factuelle impose de rester strictement sur ce qui est observable. Aucune preuve ne confirme aujourd'hui la nature exacte des installations, mais trois éléments demeurent incontestables: la répétition méthodique des convois, la modification visible de certains sites et l'alignement temporel avec des accords énergétiques existants. Ces faits n'imposent pas une conclusion unique. Ils dessinent toutefois une trajectoire cohérente suffisamment solide pour expliquer pourquoi le débat dépasse désormais la rumeur. L'incertitude persiste, mais elle s'appuie sur des signaux matériels, non sur de simples suppositions. Cette phrase marque le moment où les indices dispersés cessent d'être perçus comme des anecdotes pour former un schéma lisible. Les évocations d'images satellites dans des cercles diplomatiques restreints parlent de clairières nouvelles, de tracés de fondations et de périmètres renforcés qui ne correspondent à aucun projet solaire, thermique ou hydroélectrique annoncé. Ce glissement change la nature du débat. Ce qui relevait de la spéculation locale commence à être interprété comme une préparation structurée. À partir de là, le langage évolue. Des observateurs africains emploient désormais des termes comme travaux préparatoires ou phase initiale. Les partenaires extérieurs ajustent leurs notes internes. Le silence officiel, auparavant perçu comme une absence, devient un signal en soi. Il suggère une volonté de contrôler le tempo plutôt que de répondre aux attentes immédiates. Dans ce contexte, chaque convoi supplémentaire ne fait plus qu'alimenter une lecture déjà installée. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors au centre de cette bascule interprétative. Ses prises de position sur la souveraineté, combinées à l'absence d'annonce, offrent une cohérence implicite à l'ensemble. Sans confirmer les hypothèses, cette posture renforce l'idée d'une stratégie assumée mais volontairement non exposée. À ce stade, la question n'est plus de savoir si quelque chose se prépare. Elle porte désormais sur le rythme et l'ampleur de ce qui avance, à l'abri des projecteurs, dans un pays habitué à l'attente. Pour les institutions publiques, les signaux observés redessinent déjà les anticipations. Les administrations et les hôpitaux fonctionnent depuis des années dans un régime d'urgence permanente, alternant réseaux instables et générateurs fragiles. L'apparition répétée de convois lourds, associés à des périmètres renforcés, nourrit l'idée qu'une stabilisation pourrait devenir planifiable. Même sans amélioration immédiate du courant, les responsables commencent à envisager des scénarios où la continuité énergétique n'est plus un pari quotidien, mais une variable à intégrer dans la gestion. Sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, cette projection s'inscrit dans une logique de souveraineté administrative et de réduction de la dépendance aux solutions de secours. Pour les entreprises, l'impact est plus direct encore. Les commerces, ateliers et petites manufactures ajustent aujourd'hui leurs horaires au rythme des coupures avec des pertes récurrentes lorsque les générateurs cèdent. Les convois observés n'apportent pas de kilowatts supplémentaires, mais ils modifient la perception du risque. Les entrepreneurs commencent à imaginer un environnement plus prévisible où investir dans des équipements durables aurait enfin un sens. Cette anticipation change les discussions internes, les décisions d'embauche et les projets d'expansion.
L'électricité reste instable, mais l'horizon mental se déplace. Du côté des citoyens, l'effet est d'abord psychologique. Les habitants qui filment les passages à l'aube ou au crépuscule n'y voient pas une certitude, mais une possibilité. Dans un pays où moins d'un quart de la population dispose d'un courant fiable, cette possibilité suffit à transformer la résignation en attente active. Les conversations de quartier ne portent pas plus uniquement sur la durée des coupures, mais sur ce que signifierait une alimentation continue. Étudier le soir, conserver des produits, travailler sans interruption. Cette projection, même fragile, modifie la manière dont l'avenir est envisagé. À l'échelle régionale enfin, les répercussions prennent une dimension stratégique. Les partenaires du Sahel, notamment le Mali et le Niger, observent ces signaux comme l'émergence potentielle d'un pôle énergétique plus autonome. Une stabilisation du Burkina Faso pourrait reconfigurer les équilibres, réduire certaines dépendances et renforcer des coopérations intra-régionales. A l'inverse, d'autres voisins, plus connectés au réseau existant, s'inquiètent d'un déséquilibre nouveau. Les cercles diplomatiques interprètent chaque indice à travers le prisme d'un réajustement d'influence. Dans ces quatre groupes, une constante se dégage. Aucune conséquence n'est encore technique, mais toutes sont déjà réelles. Les attentes changent, les calculs évoluent, les débats s'intensifient, les choix associés à Ibrahim Traoré, qu'ils soient explicites ou silencieux, agissent comme un catalyseur. Les convois n'ont pas encore transformé le réseau, mais ils ont transformé la manière dont le pays et ses voisins pensent l'énergie et le pouvoir qui l'accompagnent. Un premier scénario, plus central, repose sur la continuité silencieuse. Les convois se maintiennent à un rythme comparable, sans accélération spectaculaire ni annonce officielle. Les périmètres déjà renforcés s'étendent par étapes, les fondations évoquées progressent lentement et le gouvernement conserve sa stratégie de discrétion. Dans cette trajectoire, la population continue d'interpréter chaque mouvement comme un indice, tandis que les partenaires extérieurs se contentent d'analyses internes. L'électricité ne se stabilise pas encore, mais le cadre d'un chantier de long terme devient progressivement crédible. Un second scénario, plus favorable, suppose une accélération coordonnée. Les signaux visibles s'accompagnent alors d'améliorations ciblées du réseau existant, permettant de réduire la fréquence des coupures dans certaines zones sensibles. Les hôpitaux diminuent leur dépendance aux générateurs, les entreprises prolongent leurs horaires et les écoles bénéficient d'une continuité minimale. Dans ce cas, les convois ne sont plus seulement interprétés comme des préparatifs, mais comme les premiers jalons d'une transition perceptible. À l'échelle régionale, cette évolution renforcerait la position du Burkina Faso comme acteur énergétique émergent. La posture d'Ibrahim Traoré, fondée sur la souveraineté et le contrôle du tempo, apparaîtrait alors comme un choix payant. Un troisième scénario, plus sombre, envisage une montée des tensions. Si la cadence des convois augmente sans clarification, les inquiétudes diplomatiques pourraient s'intensifier. Les partenaires extérieurs multiplieraient les pressions et l'absence d'informations nourrirait davantage la spéculation interne. À l'intérieur du pays, l'espoir et la méfiance cohabiteraient de manière plus conflictuelle. Les convois resteraient visibles, mais leur signification deviendrait source de division plutôt que de projection collective. L'incertitude, plus que l'énergie elle-même, structurerait alors le débat public. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent que l'avenir dépend moins de la seule présence des machines que de la gestion du silence, du rythme et des attentes. Penser ces scénarios, c'est accepter une règle simple. Lorsqu'un changement potentiel se dessine, la manière de le conduire pèse autant que sa nature technique. Pour les jeunes, l'enjeu dépasse la technique et touche directement la projection personnelle. Grandir dans un environnement où l'électricité n'est jamais garantie impose des choix contraints. Étudier plus tôt, renoncer aux outils numériques, interrompre l'apprentissage dès la tombée du jour. Les signaux observés, même sans résultat immédiat, ouvrent une brèche mentale. L'idée qu'un réseau plus stable puisse émerger change la manière dont l'avenir est imaginé. Elle ne crée pas de certitude, mais elle redonne de la continuité à des trajectoires jusque-là fragmentées.
Pour les petits entrepreneurs et artisans, l'impact potentiel est encore plus tangible. Chaque coupure représente une perte sèche, une production arrêtée, mais des clients perdus. Les convois aperçus et les sites renforcés ne livrent aucune garantie, mais ils modifient déjà l'évaluation du risque. Certains commencent à envisager des investissements qu'ils repoussaient depuis des années. D'autres repensent leurs horaires ou leurs services. Une simple réduction de l'imprévisibilité suffirait à rééquilibrer des activités fragiles. Ici, l'électricité n'est pas un confort, mais une condition de survie économique. Du côté des services publics, la perspective est différente, mais tout aussi structurante. Les hôpitaux, écoles et administrations locales fonctionnent en mode dégradé, dépendant de solutions de secours coûteuses et instables. Imaginer une alimentation plus fiable permettrait de planifier, d'organiser et de prioriser autrement. Même sans amélioration mesurable aujourd'hui, les indices accumulés invitent déjà certains responsables à penser au-delà de l'urgence permanente. Ces trois profils partagent une même réalité. Lorsque des signes de changement apparaissent, même discrets, ils transforment la manière dont chacun se situe dans le présent. Le lecteur n'est pas extérieur à ce récit. Il en est l'un des acteurs, parce que l'énergie structure le quotidien, les choix et les espoirs. Comprendre ces signaux, c'est déjà reprendre une part de maîtrise sur ce qui semblait figé. Si une transformation énergétique doit s'ancrer durablement, les indices observés suggèrent une succession d'étapes plus qu'un saut spectaculaire. La première concerne la stabilisation prioritaire du réseau existant. Les équipes nationales de l'énergie concentrent leurs efforts sur les lignes les plus vulnérables et les sous-stations critiques en parallèle des mouvements logistiques déjà visibles. Cette phase se joue sur quelques mois et se mesure simplement baisse graduelle des coupures dans des zones pilotes et réduction du recours aux générateurs de secours. La deuxième étape touche à la structuration des périmètres sensibles. Les autorités techniques, appuyées par les unités de sécurité, organisent l'accès contrôlé aux sites où les convois ont été observés. Il ne s'agit pas d'annoncer, mais d'assurer la continuité des opérations. Le critère d'évaluation est opérationnel. Absence d'interruption, cadence régulière des travaux et maintien de zones restreintes sans incident. Vient ensuite la coordination bilatérale encadrée. Les partenaires mentionnés dans les accords énergétiques antérieurs harmonisent les calendriers avec les capacités locales. Cette coordination se déroule sans exposition publique excessive et se vérifie par l'alignement entre livraison, préparation des sites et disponibilité des équipes nationales. Le décalage est l'indicateur clé à éviter. Enfin, la préparation sociale et institutionnelle conditionne l'impact réel. Les ministères, collectivités et services publics anticipent l'usage d'une énergie plus stable dans les hôpitaux, écoles et ateliers. Cette étape précède toute mise en service et se mesure par la capacité à planifier sans dépendance excessive aux solutions temporaires. Dans cette trajectoire, la posture d'Ibrahim Traoré agit comme un fil directeur. Le choix d'un tempo maîtrisé, combiné au silence institutionnel, vise à protéger la séquence autant qu'à en assurer la cohérence. La feuille de route ne promet pas un résultat immédiat. Elle décrit un chemin vérifiable où chaque étape prépare la suivante et où la réussite dépend autant de l'exécution que de la discipline stratégique. Au moment de refermer ce parcours, l'image qui revient n'est pas celle d'une machine, ni d'un périmètre sécurisé, mais celle d'un regard, celui du technicien de quartier arrêté à l'aube devant un convoi silencieux, celui de la commerçante observant au crépuscule des conteneurs scellés avancer sans explication. Ces scènes ordinaires ont servi de fil conducteur, parce qu'elles condensent mieux que n'importe quel discours la nature du moment vécu par le pays. Rien n'a encore changé dans les foyers, les coupures existent toujours, les générateurs ronronnent encore, pourtant quelque chose s'est déplacé. L'attente n'est plus seulement une résignation, elle est devenue une projection. Les machines n'ont pas apporté de lumière, mais elles ont déplacé l'horizon mental. C'est là que réside leur première puissance. Sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, ce déplacement prend une signification particulière. Le choix du silence, combiné à des gestes visibles et répétés, a transformé des scènes locales en symboles nationaux. Pour certains, c'est une promesse. Pour d'autres, une source d'inquiétude. Pour beaucoup, c'est simplement la preuve que l'immobilité n'est plus totale. Le rappel essentiel tient en une phrase simple. Un pays
peut rester dans l'obscurité tout en avançant. Les convois observés n'éclairent pas encore les rues, mais ils éclairent une possibilité. Et parfois, dans des contextes marqués par la pénurie, cette possibilité suffit à réorganiser l'espoir, la vigilance et le débat collectif. À ce stade, le récit ne demande ni adhésion ni rejet. Il invite à une posture plus rare, l'attention informée. Lorsque des signes discrets émergent dans un pays habitué à l'urgence, la tentation est grande de trancher trop vite, de croire ou de douter sans nuance. Or, ce moment précis appelle autre chose. Observer, comparer, discuter sans céder à la certitude immédiate. L'avenir énergétique du Burkina Faso ne se décidera pas uniquement dans des périmètres sécurisés ou à travers des accords techniques.